Salut à tous. Aujourd'hui, on parle de rétro et de néo-rétro avec un éditeur de plus en plus présent sur la scène, City Connection. Pour fêter ses 20 ans, ils ont organisé un événement spécial auquel j'ai eu la chance de me rendre. En plus de vous faire découvrir l'événement, j'en profiterai pour vous faire une brève rétrospective sur cet éditeur atypique qui a hérité des licences de Jaleco. On parlera aussi de leurs titres à venir, disponibles en démo jouables lors de cet événement. On parlera même de titres de Jaleco, développés dans les années 80-90, mais qui ne sont jamais sortis et que j'ai pu tester ici pour la première fois. On s'installe bien, car j'ai pas mal de choses à vous dire, le tout bien sûr saupoudré avec plein de petites anecdotes. Allez, direction le 113 de Tokyo, quelque part entre Asakusabashi et Akihabara. Après être passé sous le pont de la voie ferrée qui mène à la gare d'Akihabara, on arrive devant le bâtiment où a lieu l'événement. Cet événement qui a lieu le 13 décembre 2025 était gratuit. À l'entrée, une décoration ambiance city pop, avec Clarisse en bunny girl. Clarisse, c'est l'héroïne du jeu City Connection. On va faire d'abord un premier tour de la salle et je reviendrai en détail sur chaque zone ultérieurement, car il y a beaucoup de choses à dire. La salle se compose principalement de 4 parties. D'abord un espace jeux vidéo, permettant de tester les titres de l'éditeur, incluant des jeux qui ne sont pas encore sortis, mais aussi de vieux titres de Jaleco sur Famicom et sur borne d'arcade. À gauche, un espace pour acheter des goodies. Plus au fond à gauche, un espace musée Jaleco, avec une exposition d'illustrations et tout un tas de classeurs remplis de pubs ou d'imprimés présentant des produits de Jaleco. Un espace sur lequel j'ai passé une bonne partie de mon temps. Au centre, une exposition d'illustrations envoyée par les fans. Au fond à droite, un toli fait de vraies cartouches Famicom. Et tout au fond, une projection d'images de jeux. C'est aussi là qu'a eu lieu un talk show fort intéressant avec des anciens membres de Jaleco. Mais aussi l'annonce d'un tout nouveau jeu. Avant de parler plus en détail de l'événement, parlons un peu de City Connection, dont je vous avais déjà parlé lors du Nippon Game News 7.5 en 2021. Une vidéo où j'expliquais que monsieur Nobuhiro Yoshikawa avait fondé en 2005 la société City Connection, en utilisant le nom d'un jeu qu'il avait aimé petit. J'en avais aussi profité pour vous présenter ce jeu où l'on contrôle une petite voiture pour parcourir l'ensemble de pistes de grandes villes, tout en esquivant la police et sans écraser les chats. Au volant de cette voiture, Clarisse, qui est probablement la première héroïne de Jaleco. Elle conduit au passage une Honda City, d'où le City de City Connection. C'est une voiture sortie en 1981 qui a fait beaucoup parler d'elle car elle disposait d'une petite moto dans son coffre, la Moto Compo, ce que je trouve tout simplement génial. Par contre, pour la sortir du coffre, il faut des muscles, car elle fait quand même plus de 40 kg. Le jeu City Connection est assez emblématique de l'ambiance city pop des années 80. Cette tendance lifestyle connaît un vrai boom depuis quelques années, même auprès des jeunes, que ce soit en termes de fashion ou de musique. Et ça me fait vraiment bizarre de voir autant de gens qui connaissent désormais Han Lee, Maria Takeuchi ou encore Tatsuro Yamashita. À l'origine, la société City Connection avait pour business principal la distribution de CD de musique pour fournir les revendeurs. Et leur plus grand client était Tsutaya, qui fut l'une des plus grandes chaînes japonaises en termes de location de cassettes VHS, CD, DVD et Blu-ray. Ils ont ensuite lancé leur propre label, Clarisse Disc, basé sur le nom de l'héroïne du jeu, un label spécialisé dans les musiques de jeux vidéo. Puis lancé leur site de vente par correspondance, Clarisse Shop. En 2013, la société obtient les licences de Jaleco. Et je résume, car cette société et son patron, monsieur Yoshikawa, ont vraiment un parcours intéressant qui mériterait même une émission dédiée. J'ai personnellement découvert City Connection en 2017 avec Game Tengoku Cruising Mix Special, le portage de la version Saturn de Game Tengoku pour PS4 et Switch. Game Tengoku est un jeu de shoot sorti en 1995 en arcade pour être adapté sur Saturn en 97. Un jeu délirant qui réunit plusieurs personnages issus des jeux Jaleco, comme sur le principe de Parodius. Ce qui m'avait marqué avec ce portage, c'était la collaboration avec Tatsujin. Il y a en effet un DLC qui permet de jouer avec le vaisseau de Tatsujin. Ce Game Tengoku Cruising Mix Special est le deuxième jeu produit par City Connection. Et en 2018, avec la sortie de Saivalia Delta et des Saikyo Shooting Library Volume 1 et 2, City Connection était devenu un des éditeurs dont je checkais chaque annonce.
Et j'ai souvenir que pour les Saikyo Shooting Library, je suis parti le premier jour de leur vente en magasin, et pour les premiers, ils donnaient cette jolie illustration. C'est lors du Tokyo Game Show 2019 que pour la première fois j'ai pu filmer un stand dédié à City Connection. C'était aussi l'occasion de rencontrer Monsieur Yoshikawa, qui m'a laissé une bonne impression de passionné de jeux vidéo voulant faire revivre de vieilles licences. C'est là aussi que j'ai découvert qu'ils allaient sortir une collection Jajamaru, une série phare de Jaleco avec en plus l'ajout d'un titre original. Et lors de l'événement pour fêter les 20 ans, ils ont annoncé pour la première fois qu'ils étaient en train de développer un nouveau Jajamaru, Jajamaru no Hyakki Yakouden. J'ai pu voir des images du jeu en cours de développement, mais pour l'instant je ne peux que vous montrer son artwork. Ce jeu semble être un jeu d'action, vu de haut, et devrait sortir courant 2026. Pour revenir à ma conversation avec Monsieur Yoshikawa, il a vraiment concrétisé ce qu'il m'avait dit, car depuis, il y a eu plusieurs portages. On notera le portage de jeux Saturn avec la série S-Tribute. J'ai d'ailleurs dédié une émission au premier, Coton Guardian Force. Ils ont aussi édité des shoots 'em up de chez Kev, avec Death Smiles 1 et 2, ou encore Akai Katana Shin. Il y a d'autres titres qui ne laisseront pas indifférents les fans de rétro gaming, avec les Toaplan Arcade Garage Volume 1 et 2, Mamoru no Kai, Mamoru-kun wa no warete shimatta, un autre shoot'em up sorti à l'origine sur arcade, puis sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Et le deuxième volet est en cours de développement. Et plus récemment, R-Type Delta HD Boosted, qui est une version HD du jeu qui était sorti à l'origine sur PlayStation 1. Et qui pour moi, avec A-Hander, fait partie des plus beaux shoot'em up en 3D de la première Sony PlayStation. Mais ils ne font pas que des portages. Ils produisent aussi des titres originaux comme par exemple Omega 6, un jeu d'aventure à l'ancienne avec le design de Monsieur Takaya Imamura, que l'on connaît entre autres pour les illustrations de Star Fox F-Zero ou encore Zelda Majora's Mask. Pour le son, on retrouve Shinobu Ayane, qui a travaillé sur des titres de Nintendo comme Wild Tracks ou Wario Woods. Je me rappelle avoir fait un blocage sur la version Super Famicom de Wario Woods, je sais pas pourquoi, j'ai passé des heures sur ce jeu. Mais revenons sur Omega 6 que j'ai eu l'occasion de découvrir lors du Tokyo Game Show de 2023, où j'ai pu même voir Monsieur Takaya Imamura qui m'a fait un chouette dessin et une dédicace sur un mini manga. Et en parlant de manga, il existe un manga Omega 6, dessiné par Monsieur Imamura bien sûr, et édité par Omake Books. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit salut à Florent. Et on va continuer à parler de leur jeu, car l'événement était l'occasion d'en tester. On retrouvait un grand nombre de jeux installés sur Switch que l'on pouvait sélectionner librement, dont plusieurs portages issus de la série Jaleco Collection Famicom Version. Comme le nom de la collection le laisse entendre, ce sont des portages de jeux Famicom ou NES de Jaleco. Et j'ai tout de suite tilté sur The Last Ninja. Car là franchement, c'était pas le portage auquel je m'attendais. Mais je trouve que c'est une bonne idée, car cela permet aux joueurs japonais de découvrir ce titre. Car voilà, The Last Ninja n'est pas sorti au Japon sur Famicom, mais sur NES uniquement. J'ai découvert le premier The Last Ninja sur Commodore 64. C'était les années 80, l'époque du boom des ninjas, où on en avait dans les jeux vidéo, dans les films, et même dans les livres dont vous êtes le héros. La version NES est une adaptation du deuxième volet, et que ce soit le premier ou le deuxième, ils ont un gameplay spécial. Et je me rappelle avoir vraiment lutté sur Commodore 64 pour comprendre ce qu'il fallait faire. La principale raison, c'est que le jeu ne rigole pas niveau précision. Ne serait-ce que pour ramasser un objet, si t'es pas exactement au bon endroit, ça ne marche pas. Et sur NES, c'est pas mieux. Par exemple, juste pour appuyer sur un bouton, la hitbox est tellement petite que si tu as le malheur d'être décalé de 2 pixels, t'as beau appuyer, il ne se passe rien. Il n'empêche que sur micro, ce jeu semble avoir cartonné en Europe, et il est sorti d'ailleurs sur pas mal de micros, incluant l'Amiga, l'Atari ST ou PC. Il a même eu le droit à 3 volets. J'en profite pour rebondir sur le fait que dans les années 80, Jaleco était en contact avec des sociétés étrangères pour faire des portages de jeux sur Famicom. C'est par exemple le cas de Shoplifter ou de Maniac Mansion. La série Jaleco Collé contient bien d'autres jeux dont certains m'avaient marqué comme Sayuki World. C'est tout simplement un Wonder Boy 2-like avec Sangoku issu de la légende chinoise. Le 2 est aussi disponible dans cette série. On a Roadland, à l'origine sorti en 1990 en arcade, pour sortir fin 92 sur Famicom. Un jeu dans le concept de Bubble Bubble où il faut vaincre tous les ennemis à l'écran dans un temps limité. Ce jeu devrait être disponible dans la collection courant 2026. Il y a d'autres jeux, on va dire, particuliers, comme Pinball Quest qui mélange flipper et RPG.
On peut noter aussi Biosenshi Dan, un jeu d'action-aventure. Bref, pour moi cette collection contient des titres qui ne sont pas forcément connus, mais intéressants à découvrir. Et d'autres titres sont déjà prévus dans cette série. Pour continuer avec la Famicom, il y avait des postes avec de vraies consoles Famicom. Vous reconnaîtrez ici sûrement la deuxième génération de modèles Famicom compatibles aux prises RCA. Ces consoles permettaient de tester deux jeux développés à l'époque, mais qui ne sont jamais sortis. Soldam et Okamitachi no Yabo. Soldam est un puzzle game utilisant un principe de reversi, un peu comme Othello, permettant de changer la couleur des boules en les entourant. Le but étant d'aligner des couleurs identiques pour les effacer. À l'époque, le jeu fut abandonné pour Famicom pour sortir finalement sur Game Boy. Et c'est un titre particulier pour City Connection, car Soldam Drop Connect Erase, que je considère comme un Soldam 2, est le premier jeu qu'ils ont édité en 2017. Cette version Famicom de Soldam devrait sortir courant 2026. Okamitachi no Yabo est un jeu d'aventure à choix multiples, ce qu'on appelle aujourd'hui un visual novel. C'est un titre assez barré et sans pitié, car dès le début du jeu, si on fait les mauvais choix, on crève direct. Un jeu à l'écriture particulière, et c'est peut-être le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps lors de l'événement. Pour le moment, je ne connais pas la date de sortie de ce titre. Côté arcade, on passe à Chimera Beast. Un shoot'em up qui, après un location de test public en 1993, est passé à la trappe. Et ce fut pour moi la première occasion d'y jouer. J'aurais bien voulu vous faire une présentation détaillée, mais malheureusement, la fréquence de l'écran étant légèrement en dessous de 60 Hz, ma caméra ne me permettait pas de fixer une fréquence similaire, et c'est pour ça que l'écran clignote autant. Retenez que dans ce jeu, on peut lancer sa mâchoire pour croquer les ennemis afin de se transformer et d'obtenir différents pouvoirs. Oui, un peu comme Gaia Rest sur Mega Drive. Et bien sûr, pour marquer le coup, il y avait la version arcade de City Connection. Et ces deux jeux tournaient sur les fameuses bornes Jaleco Pony MK2-28. Sortie début des années 90, une machine qui fut prisée par les gérants de salles d'arcade, car en plus d'être solide, elle est de taille compacte comparée à ce qui se faisait à l'époque. Surtout comparée aux bornes américaines avec leur profil en forme de tête de cheval. C'est probablement pour cela qu'ils l'ont appelé Pony, pour marquer la différence de taille entre un cheval et un poney. Mais elles étaient surtout convoitées pour leur système permettant de faire pivoter le moniteur pour passer du mode vertical au mode horizontal avec un système de rails rotatif bien pratique. D'ailleurs, il me semble que ce soit les premiers à avoir mis en place ce système, avant les Grade 2 qui améliora le concept quelques années plus tard. Pour continuer dans l'arcade, il y avait une mini-borne Captain Flag. Encore un jeu de Jaleco sorti à l'origine en 1993 en arcade. Une borne munie de 2 sticks, permettant de baisser et de lever un drapeau blanc ou un drapeau rouge. Un principe de jeu qui existe depuis longtemps au Japon, qui ressemble très fortement au concept de Jakadi. On doit lever, baisser ou pas bouger les drapeaux en fonction de ce qu'on nous dit. La difficulté avec la langue japonaise, c'est que la négation ou l'affirmation est en fin de phrase. Donc il faut bien écouter avant de bouger. Ce qui est propice aux feintes. Genre, drapeau rouge levé, drapeau blanc baissé, pas. Et là généralement je l'ai déjà baissé le drapeau blanc. Surtout que les timings de la borne sont très courts. Et mine de rien, cela demande de l'entraînement, car il faut bien connaître les tournures de phrases des personnages. J'ai vu pour la première fois cette mini-borne sur le stand de Tassai, lors du Tokyo Game Show 2025. Car c'est eux qui sont derrière la réalisation de cette mini-borne. Tassai, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, et qui dernièrement a sorti un pistolet permettant entre autres de jouer à Time Crisis sur des écrans modernes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Et cette mini-borne était aussi présente sur le stand de City Connection du Tokyo Game Show 2025. Et que ce soit lors du TGS ou lors de l'événement pour fêter ses 20 ans, cette petite borne avait clairement du succès. Cela reste à confirmer, mais il semble vraiment vouloir sortir une borne Captain Flag Mini. Ici, il y avait d'autres jeux à tester qui ne sont pas encore sortis, comme Rushing Beat X, Return of Bro Brothers. Un beat'em up issu d'une série qui a vu le jour sur Super Famicom avec 3 titres. C'était la réponse de Jaleco à Final Fight qui cartonnait alors sur la 16 bits de Nintendo. Je me souviens bien du premier épisode car j'ai pu y jouer peu après sa sortie en 1992. Même si c'était pas mal, j'ai le souvenir de ne pas avoir trouvé ça super chouette au niveau caractère design et des graphismes, mais j'y ai pourtant beaucoup joué car je le trouvais globalement fun. Il faut croire que l'histoire se répète, car c'est plus ou moins ce que j'ai pensé la première fois que j'ai vu la démo jouable de ce nouveau Rushing Beat X, lors du TGS 2023 sur le stand de City Connection. Les graphismes 3D, avec du cel shading dans un style comique américain, aux couleurs flashy, ne m'avaient pas convaincu au départ. Mais en main, j'avoue avoir trouvé ça fun, et finalement à force d'y jouer pendant les événements, je trouve que les graphismes ne sont pas si mal que ça.
Peut-être que je me suis simplement habitué depuis. J'ai pu essayer 2 personnages, Rick et Kahlua, mais le jeu au final en comptera 6. Rick est un personnage équilibré entre puissance et rapidité, et certains de ses mouvements me font penser à Terry Bogard de Fatal Fury. Je vois des Power Wave et des Burn Knuckle dans ses mouvements. Kahlua est plus rapide et je la trouve plus stylée dans ses mouvements. Le jeu semble proposer une panoplie assez variée de techniques. On a des steps, dash, garde, et comme dans la version originale, on peut passer en mode Fury, ou Ikari mode en japonais. Sauf qu'ici, ce mode est géré par une jauge orange qui se remplit en cognant. Une fois pleine, on peut activer la fureur pendant quelques instants. L'autre particularité, c'est que l'on peut ramasser des armes et les stocker pour les utiliser quand bon nous semble. Il en va de même pour la nourriture, qui à certains points du jeu peut être mixée pour obtenir à moindre prix des menus plus efficaces. Et je dis bien à moindre prix, car on peut acheter des plats et des armes avec l'argent accumulé dans les stages. Au début du jeu, on se frite contre des zombies avant de voir d'autres types d'ennemis apparaître progressivement. Graphiquement, cela rappelle le cel shading des années 2000, mais on sent un souci du détail dans l'animation et les décors. On notera par exemple ce passage où des voitures roulent en second plan avec une voiture qui surgit soudainement à l'écran. Rush and Beat X Return of Brawl Brothers devrait sortir le 19 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series et Steam. Et lors de l'événement, ils offraient un poster. À côté, on pouvait tester FZ Formation Z, un jeu annoncé il y a bien plus de 3 ans et que l'on a pu tester lors du Tokyo Game Show 2023. Formation Z est un jeu d'arcade de Jaleco sorti en 1984, avec pour particularité de jouer un robot qui peut se transformer en avion, offrant 2 types de gameplay. C'est un jeu clairement inspiré de Macross au niveau du concept et de Gundam au niveau du design du robot. Il a bénéficié de portages sur les micros japonais de l'époque et surtout d'une version Famicom, qui a dû marquer de nombreux petits japonais avec son robot transformable et son scrolling super rapide en mode d'avion. Et bien ce fameux Formation Z est de retour avec un nouveau jeu en 3D qui reprend les mécaniques de transformation. Les graphismes m'ont fait tout de suite penser à R-Type Final 2 ou 3, et c'est normal car on retrouve au développement le même studio, Granzella, qui rappelons-le est constitué d'anciens d'Irem. J'ai pu voir que ce jeu permet de choisir parmi plusieurs robots. Ce qui là aussi m'a fait penser à R-Type Final. Par exemple, le robot original de la série, X-Pel, qui en 3D me fait penser encore plus à un GM de Gundam. Au passage, GM se prononce Jim en japonais, et le terme GM signifie Gundam Mass Production Model. Pour revenir sur le X-Pel, il propose une panoplie d'attaques différentes. Tir concentré et attaques rapprochées en robot, rafales de missiles en avion. Et même si c'est une version moderne de Formation Z, ce jeu garde les sensations de l'original, avec cette lourdeur particulière en mode robot. Car oui, le robot a l'avantage d'avoir un tir plus maniable, au détriment du contrôle de l'appareil. Pour l'avion, c'est l'inverse, il est bien plus rapide mais du coup plus difficile d'être précis dans ses tirs. Donc, comme le jeu d'arcade original, il demande un temps d'adaptation. Mais je trouve ça sympa et j'aimerais bien y jouer un peu plus pour voir tout ce que propose ce gameplay. Les nostalgiques du premier doivent attendre ce titre avec impatience. Il devrait sortir courant 2026. Lors du Tokyo Game Show 2025, j'ai pu essayer un autre jeu qui puise son essence dans Formation Z, Final Formation. C'est un titre en 2D qui m'avait tapé à l'œil par son concept et son gameplay. Ce jeu était réalisé par monsieur Junji Seki, un créateur que j'apprécie et un vétéran qui a travaillé sur de nombreux jeux. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs reprises, et j'aimerais vraiment dédier une vidéo complète à ce Final Formation. Après ce passage jeu vidéo, direction le coin musée. C'est ici qu'étaient exposées différentes illustrations originales ayant servi à la réalisation des titres Jaleco. On pouvait y voir par exemple des dessins de production pour Urusei Yatsura Lameno Wedding Bell, sorti en 1986 sur Famicom. On y découvre les illustrations originales face à leur conversion en bitmap. Juste à côté, on retrouve les bitmaps de la version arcade, Momoko 120%. D'ailleurs, cela me rappelle qu'ils ont annoncé une réédition de la version Famicom pour 2026. Mais la licence ayant expiré, c'est Clarisse qui remplacera la mue. Le jeu devrait s'appeler City Connection Clarisse No Wedding Bell. Il y avait bien d'autres jolis artworks, comme ceux de Rushing Beat, Game Paradise ou même Chimera Beast.
À proximité sur une table, plusieurs classeurs regroupant des prospectus et des modes d'emploi de produits Jaleco, incluant même des cartes téléphoniques et des cartes postales. Le tout classé par ordre chronologique. Et il y avait de quoi regarder. Ça allait des bandes d'arcade, des jeux d'arcade, des jeux consoles, en passant par des produits plutôt insolites comme ces Tamagotchi-like. Avec deux versions, la version Mea pour s'occuper d'un chat et une version Gyopi pour s'occuper d'un poisson. Ici on peut voir l'une des premières bornes de Jaleco, Space Combat. C'est un Space Invaders-like, qui sortira début des années 80. Je vais profiter de ces documents pour vous présenter brièvement les premiers jeux Famicom de Jaleco. Ils ont d'abord sorti Formation Z, dont j'ai parlé plus tôt, puis Ninja-kun, le premier titre des aventures du ninja Jajamaru-kun. Le principe est simple, dégommer tous les ennemis à l'écran pour passer au stage suivant. Le troisième, c'est Excellion, un autre titre phare, qui reprend le concept de Space Invader, voire même Galaxian, mais avec un scrolling particulier en bas de l'écran pour donner une impression de profondeur. Le quatrième, c'est Field Combat, adapté du jeu d'arcade du même nom. Peut-être moins connu que les trois premiers, mais c'est un shoot'em up qui propose un gameplay différent, permettant d'attraper les ennemis pour les faire combattre à nos côtés. City Connection est le cinquième, comme on peut le voir sur ce feuillet qui liste les jeux par numéro de série de JF01 à JF05. Juste à droite, on aperçoit Ninja Jajamaru-kun, qui est le sixième titre. Et le point intéressant, c'est que ces 6 jeux sont tous sortis la même année, en 1985. C'était donc une année importante qui a marqué l'histoire de l'éditeur. On retrouve encore l'AME Urusei Yatsura, l'AME no Wedding Bell. Oui, j'avoue, j'ai tendance à faire une petite fixette sur les œuvres de Lumiko Takahashi Sensei. J'ai d'ailleurs l'occasion de réaliser une vidéo interview, je vous remets le lien dans la description. Jaleco va continuer à éditer des titres sur Famicom à un rythme effréné jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, allant jusqu'à sortir 13 jeux en 1988. Et cette accélération d'édition de jeux est sûrement due au succès de Moeru Pro Yaku sorti en 1987. Tous ces documents permettent de retracer l'histoire de Jaleco. J'aurais aimé tout vous prendre en photo, mais le temps m'a manqué, et je ne veux pas faire une vidéo de 3 heures. Pour revenir sur Moeru Pro Yaku, ils en ont vendu tellement que le titre a fini par inonder le marché de l'occasion. La preuve avec ce Toli fabriquait de vraies cartouches du jeu. Je suppose que ce jeu n'a pas coûté très cher à l'époque en production, et Jaleco a dû réaliser un sacré chiffre d'affaires grâce à lui. Un point qui a été confirmé lors du talk show animé par Yoshikawa-san, avec 5 anciens de Jaleco qui pour la plupart ont intégré la société dans la deuxième partie des années 80 ou au début des années 90. Et certains ont travaillé sur des titres majeurs de Jaleco, comme la série Tsuchipai, ou des jeux qui m'ont personnellement marqué, comme Game no Tengoku, ou EDF sur arcade, et surtout Super EDF sur Super Famicom. Un titre pour lequel j'ai une affection particulière, car c'est l'un des premiers shoot'em up auxquels j'ai joué sur Super Famicom. C'était un échange passionnant, malheureusement il était interdit de filmer pendant le talk show, mais j'ai pris des notes qui me serviront pour appuyer mes recherches pour les prochaines émissions. Passons maintenant à la zone Goodies, qui attirait énormément de monde. À peine 1 heure après l'ouverture, certains produits étaient déjà en rupture de stock. Même les machines gacha ont été vidées avant la fin de l'événement. Cela prouve que City Connection a réussi à bâtir une véritable communauté de fans. Personnellement, j'ai craqué pour la collection de vêtements. Je n'ai pas pu résister aux t-shirts commémoratifs des 20 ans de City Connection. D'ailleurs, pour chaque tranche de 3000 yens d'achat, on recevait une grille de bingo pour tenter de gagner des objets collector. Ils ont été vraiment généreux. Il y avait plusieurs jeux à gagner en coffret limité, mais aussi des goodies exclusifs comme des mugs Jaleco et bien d'autres cadeaux. C'est Hirai Yoshiyuki, un célèbre comédien du duo America Zanigani, qui animait le tirage. Il a vraiment mis de l'ambiance et il m'a bien fait rire. Tout au long de la journée, j'ai pu échanger avec d'autres passionnés, de vrais connaisseurs de rétro gaming. J'ai même croisé une fille dont le sac était décoré avec de véritables cartouches Famicom en boîte. C'était vraiment un événement chaleureux qui m'a permis d'en apprendre encore un peu plus sur City Connection et Jaleco, et j'espère que c'est aussi votre cas. Et je pense être l'un des rares à vous montrer ce genre d'événement pour vous plonger au cœur de la culture gaming japonaise. Merci encore pour votre soutien, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bianto. Soredewa, sayonara!